Mesdames et messieurs, bonsoir. Dumas Thibozo avec vous ce soir. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast et la question du jour, c'est là à laquelle nous allons répondre, est: nos défauts nous définissent-ils plus que nos forces? C'est tout ce que la personne a demandé. Nos défauts nous définissent-ils plus que nos forces? Ni nos forces, ni nos défauts nous définissent. Ce qui nous définit, c'est nos choix. Notre façon de le dire, c'est, je sais que certains, j'ai entendu ce truc-là où on dit que ce n'est pas c'est pas les cartes que tu as en main qui décident si tu gagnes au poker, mais c'est plutôt ce que tu en fais. C'est-à-dire, tu peux avoir la plus faible des mains et pourtant gagner une partie de poker. Ce qui nous définit, c'est nos choix. C'est un concept qui peut être difficile à intégrer. Surtout quand on se retrouve quand on est dans certaines situations, on se rend bien compte que, ok, la réalité du monde autour de soi tend à nous faire garder à l'esprit que, ok, nos forces, nos faiblesses, c'est ça qui, non. C'est littéralement les choix que nous décidons de faire à un moment T qui définissent non seulement notre capacité à avancer, notre façon d'avancer, mais qui nous sommes. C'est à travers cela que l'on décide de se mirer. Il y a un monsieur que je suivais un jour qui disait un truc en parlant de faiblesse et de force, en parlant de défaut et de force. Il dit, de son point de vue, de ne mettre aucune énergie à essayer de changer nos défauts, c'est-à-dire avoir moins de défauts ou à nous corriger sur nos défauts. Non. Parce que quel que soit ce que l'on fera, on finira toujours, l'humain aura toujours des défauts. Donc ce n'est pas la bonne approche selon lui. Selon lui, la bonne approche serait de maximiser nos forces et de développer d'autres moyens, d'avoir d'autres types de forces, c'est-à-dire développer des caractères nouveaux qui vont prendre le dessus sur les traits de caractère qui ne sont pas si productifs que cela. C'est-à-dire amplifier les forces, ignorer les défauts, parce que les défauts, tout le monde en a. Et c'est un truc que j'ai capté, en fait, quand il parlait, parce que c'est un concept que l'on n'entend pas souvent, et que je trouve particulièrement plus utile et plus productif que ce vers quoi on nous oriente souvent. Un exemple simple que je peux donner pour illustrer cela, c'est, vous avez quelqu'un qui fume. Ça peut être difficile peut-être qu'il veut arrêter de fumer. Je n'ai pas dit qu'il a la volonté, parce que pour moi, dire avoir la volonté, ça suppose qu'il a déjà arrêté même. Mais disons, ok, qu'il veut arrêter de fumer. Et qui, pour une raison ou pour une autre, voilà, ça coince. Si on part de l'idée que fumer, c'est son défaut, bien entendu, qu'il veut arrêter de fumer, ça va lui demander beaucoup d'efforts d'essayer de changer ce trait de son caractère, cette habitude-là. Cependant, il serait plus intéressant de lui faire adopter un nouveau trait de caractère, une nouvelle habitude. Ce serait peut-être, ouais, ce truc où on parle souvent de substitution. Où on te dit, ok, ne mets pas de l'effort pour changer ici, mais adopte cette nouvelle attitude et progressivement cette nouvelle attitude va prendre la place de l'ancienne habitude que tu avais. Ce genre de schéma, en fait, rejoint éventuellement ce que le monsieur disait, comme quoi, de mettre de l'énergie dans nos forces, plutôt que d'essayer de nous séparer de nos faiblesses, etc. Cela va juste consommer encore plus et encore plus d'énergie, sans forcément pouvoir atteindre le but. Parce que quel que soit à quel point nous sommes parfaits, on aura toujours des défauts.
Donc, le focus n'est pas là. Et notre identité n'est pas fonction de nos forces. Notre identité n'est pas fonction de nos faiblesses. Notre identité décline entièrement des choix que nous faisons. Parce que nos forces ne sont rien, à moins qu'on puisse les mettre en mouvement, et nos défauts ne sont rien, tant qu'on ne leur accorde de l'énergie, tant qu'on les nourrit. Et ce qui peut être considéré comme un défaut pour quelqu'un, dans un autre contexte, peut être son plus grand atout. Donc, en réalité, nos défauts ne sont pas vraiment des défauts, disons-le comme cela. Et l'autre façon de voir la chose, c'est quoi? Nous ne sommes ni bons, ni mauvais ou méchants. D'accord? Nous ne sommes pas nos défauts, nous ne sommes pas nos qualités ou nos forces. C'est cet ensemble de trucs qui fait partie de nous. Nous ne sommes pas foncièrement nos qualités, nous ne sommes pas foncièrement nos défauts. C'est l'ensemble de nos qualités et de nos défauts qui constitue le panel de... Je ne vais pas parler de caractère, mais le panel de façon d'être ou d'options en parlant de notre personnalité. C'est différents axes que nous pouvons, nous décidons, que nous pouvons adopter, que nous pouvons décider d'adopter. C'est comme différentes facettes de la même pièce que nous sommes. Et celle que nous décidons de laisser briller au soleil, c'est notre propre choix. Et la face qui est considérée défaut, suivant un contexte peut être à notre avantage, un autre contexte pas à notre avantage. Et même ce qui peut être considéré comme une qualité ou une force, son usage va être fonction en fait du moment où nous décidons en fait de nous appliquer à en faire usage. Je suis en train de me répéter là, son usage à en faire usage. Mais l'idée est simple. Vous pouvez avoir un grand atout et si vous ne savez pas l'utiliser, vous l'utilisez au moment où il ne faut pas, ça se retrouve contre vous. Encore une fois, je prendrai l'exemple du poker. Vous avez une bonne main, mais si vous jouez mal la partie, vous pouvez quand même la perdre. Comme quelqu'un qui a la plus faible des mains, il s'en sort easy. Parce que ce qui va pas changer, c'est comment est-ce que vous jouez les cartes que vous avez en main. Parce que au finish, à la fin du jeu, on s'en fout tellement de quelle carte vous avez. Dans le fond, l'humain s'en fout tellement de c'est quoi vos forces. On s'en fout tellement de c'est quoi votre défaut. L'autre façon que j'ai pour l'illustrer, vous prenez un match de foot. Prenez un match de finale entre soit équipe favorite et puis un outsider. C'est-à-dire une équipe qu'on n'attendait pas du tout. Prenons un Guingamp qui se retrouve en finale de Ligue des Champions contre un Barça. On s'y attend pas du tout. On va zapper comment ils ont fait pour arriver jusque-là. Zappons tout ça. Supposons juste qu'ils sont arrivés jusque-là. Et ensuite quoi? C'est la finale de la Ligue des Champions. Mais en théorie, nous savons qui devrait gagner. Mais à supposer que Guingamp gagne contre le Barça. Est-ce que ça va raconter à quel point les joueurs du Barça sont le top tier? À quel point ils ont un bon coaching? À quel point non. Est-ce que ça va raconter à quel point Guingamp n'est pas supposé faire le poids? Non, ce qui compte, c'est qu'ils ont marqué. Peut-être qu'ils ont juste marqué un but, ils ont fermé à l'arrière. Et ils ont empêché n'importe quoi de rentrer jusqu'à la fin. Peut-être. L'histoire retiendra qu'ils ont gagné la Champions League. On ne peut pas savoir comment, si c'était les plus faibles, si c'était les favoris, si c'était si. Ils ont gagné la fucking League. Point. Donc, c'est un peu l'idée. Il s'agit pas de, la fin justifie les moyens. Quoique. Cependant, ce dont il s'agit, ou ce vers quoi je vais attirer l'attention,
C'est ne pas tellement se reposer sur ou exclusivement sur nos forces, parce que éventuellement nos faiblesses cachent un atout que l'on ne découvre que lorsqu'on décide de les explorer. Généralement, nos faiblesses, nous avons tendance, et bien sûr, ce que je dis, c'est à prendre avec pincette, parce que ça dépend en fait du domaine, ça dépend en fait du genre de faiblesse dont il s'agit. Mais il y a des fois, ce que nous définissons comme étant faiblesse, c'est juste une certaine façon de faire que, pour laquelle nous n'avons pas encore trouvé le bon domaine d'application. On n'a pas trop le bon domaine. Je me rappelle plus du nom de l'individu, mais c'était un grec, et il est devenu par la force du temps l'un des plus grands orateurs de l'histoire de l'humanité. Mais c'était un bègue. Ça faisait l'objet de moqueries pour lui. Parce que il me semble que son père était au Sénat, dans l'Athènes ancienne. Mais lui, il était bègue, donc, voilà. Littéralement du mal à s'exprimer. Mais à force ce n'est pas à son natif. Mais à force d'efforts et de détermination, etc. Ce monsieur est arrivé à devenir l'un des plus grands orateurs de son époque. Et même si je me rappelle pas son nom, si je peux en parler, en 2025, ça suppose que c'est pas juste son époque qui l'a marqué. Parce que j'ai lu son histoire quelque part, je me rappelle plus où, je me rappelle plus dans quel contexte, je me rappelle plus de son nom. Mais pour dire que, généralement, nos défauts cachent souvent des choses bien incroyables. Parce que au finish, c'est la chose la plus belle. S'il n'était pas bègue, je suis sûr que ça n'aurait pas fait, son nom n'aurait pas traversé l'histoire, même si moi je ne m'en rappelle pas, ça n'a pas d'importance. Quelqu'un s'en est rappelé pour l'avoir énoncé pour que je le lise dans tous les cas. Si c'était quelqu'un qui parlait normal, ça n'aurait pas fait truc là. Mais juste parce qu'il était bègue et qu'il a trouvé le moyen de surmonter cela. C'est-à-dire, il a fait le choix que ce défaut-là n'est pas pour lui un handicap, mais ok, c'est quelque chose qu'il doit juste surmonter. C'est juste un obstacle à surmonter, pas un handicap. Il a marqué son temps et il a marqué l'humanité. Donc, pour dire que les cartes que nous avons en main ne décident pas de tout. C'est le choix que nous faisons qui décide. Qualité ou défaut, force ou faiblesse, ça n'a qu'une forme d'importance. Si l'on sait quoi en faire. Vous pouvez avoir la plus grande cité du monde face à vous. Vous pouvez être seul, tenir seul, et faire tomber cette cité-là. Le tout dépend des choix que vous faites. Ça fait beaucoup de théorie, ce que je dis. Cependant, rien ne peut être aussi vrai que cela. L'approche simple, c'est de ramener les choses au truc de nos quotidiens, de nos attitudes de tous les jours. Et généralement, les gens, ce que je ne veux pas perdre de vue dans ce que sont en train de dire, c'est quoi? Généralement, les gens vont nous juger, pas en réalité sur nos défauts ou sur nos forces, mais encore une fois sur les choix que nous faisons, parce que nous pouvons avoir des défauts. Vous savez, il y a certaines personnes vous pouvez avoir quelqu'un de super brutal. Et dans la société d'aujourd'hui, ça va être considéré comme étant un défaut. Tout ce qu'il fait, il est brutal, etc. Mais on va se retrouver dans un contexte où sa brutalité va être ce qui va sauver la vie à plus d'un. Donc le tout va dépendre du contexte et de l'usage. Vous prenez l'exemple de Mike Tyson. Vous voyez ce genre d'individu ou ce genre d'ado qui grandit avec beaucoup de colère et dont le seul échappatoire c'est la violence sous une forme ou sous une autre. Et puis cette même violence que un jeune monsieur identifie et prend le petit sous son aile, le coach, et fait de lui une légende de la boxe. Donc, c'est la même violence qui pourrait, disons, un défaut d'être violent.
Mais cette même violence qui fait de lui l'un des hommes les plus respectés au fait de cette discipline et de la planète, en dehors même de cette discipline. C'est un monsieur pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Une histoire pas facile, beaucoup de démons à combattre, une seule vie à vivre, mais champion du monde, quoi qu'on dise. Et donc, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect. Quelqu'un d'autre qui a relativement, pas la même histoire, mais le même schéma d'histoire, c'est, je vais donner son nom après, le jeune, une adolescente super agitée, identifiée par l'un de ses professeurs au collège, je pense bien au collège, qui le prend sous son aile, lui fait suivre des cours de taekwondo, etc. Au bout de quelques années, il rentre dans l'armée et service de renseignement de son pays. Au bout de quelques années, il se retrouve proche du président de son pays. Et depuis pratiquement 20 ans, président de son pays, la Russie, Vladimir Poutine. C'est difficile de se douter que c'était quelqu'un qui était super, n'aurait pas été coopté par son institutrice, qui aurait été peut-être l'un des plus grands mafieux de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui est destiné de toute façon à la grandeur, où que tu le mettes. Mais son tempérament ou sa personnalité et le trait le plus important qui était à l'époque, je ne veux pas dire ça brutalité, mais vous voyez, ce genre d'enfant qui en griffe, qu'il faut canaliser. Cela a constitué son plus grand atout. Je pense que l'exemple de Poutine peut sembler un peu décalé par rapport à ce que je veux que l'on voit dans ce que je dis. Mais par contre, l'exemple de Tyson, je pense, est beaucoup plus approprié. Ce monsieur, il respire la violence. Et de mon point de vue, c'est ok. C'est une bonne chose. Je suis ok avec ça. Et la différence, c'est qu'est-ce qu'il en a fait. Donc, ce n'est pas, oh, il est quelqu'un de violent. Non, c'est qu'est-ce qu'il a fait de sa violence. Et que de belles choses, au fait. Donc, éventuellement, ne pas s'inquiéter tellement du fait que, oh, j'ai plus de défauts que de qualités, oh, j'ai plus de qualités que de défauts. Ça n'a tellement aucune forme d'importance. Ça n'a pas plus d'importance que ce que vous décidez d'en faire. Donc, ne pas en faire une obsession. Et généralement, nous évaluons généralement pas très bien. C'est-à-dire que l'humain aura tendance à se juger, enfin, pour ceux qui sont raisonnables, hein, ils ont tendance à se juger un peu trop durement par rapport à certaines choses comparativement à d'autres. Et avoir une idée de qui nous sommes n'est pas supposé nous stopper. Parce que généralement, lorsque l'humain va porter un jugement sur son caractère, etc., quand ce jugement est négatif, ça devient comme un blocage psychologique, émotionnel pour lui et il n'avance plus. Mais comprendre que, ok, voici ce que sont voici mon caractère. Telles sont mes qualités, tels sont mes défauts. Il y a rien à peser, il y a rien à comparer. Il y aura un trait de caractère qui va prendre le dessus sur un autre. Mais la question c'est qu'est-ce que vous décidez d'en faire? Parce que le problème, ce n'est pas tellement, oh, c'est quelqu'un qui crie tout le temps. Pour les gens, c'est un défaut. Mais ce n'est tellement pas un problème que vous criez tout le temps. C'est qu'est-ce que vous décidez de faire du fait que vous criez tout le temps. Il y a une histoire que qu'on m'a raconté une fois. Et c'était un monsieur qui avait été pris pour écrire des lettres. Voilà les structures qui écrivent les cartes, les lettres pour les cartes, pour le mariage, les trucs de mariage, etc. etc. On écrit une lettre de, voilà, on vous souhaite telle chose. Des trucs préécrits, quoi. C'est une entreprise qui se charge de ce genre de trucs. Il y a un mariage, anniversaire, etc. Les jolis messages, ce genre de trucs. Donc, le monsieur, c'était son job d'écrire, au fait, ce genre de jolis petits messages qu'on met sur les cadeaux, ce genre de trucs. Puis,
il fut une période où sa femme l'a quitté. Et donc, son humeur était devenue des plus moroses, etc. Il était super triste, il déprimait. Et ça se faisait ressentir sur le genre de messages qu'il écrivait. Ces messages étaient beaucoup plus morbides, plus tristes, etc. Ça ne dégageait plus la lumière que c'est supposé dégager pour les événements. Mariage, baptême, anniversaire, etc. Et donc, ça affectait le business pour lequel il travaillait. À un moment donné, son patron l'a appelé, il est venu, ils se sont assis. Et il regarde le patron, il lui dit, ouais, qui c'est que le patron allait le mettre à la porte, en fait. Le patron dit, quoi? Oh, pourquoi il ferait une chose pareille que lui ne ferait pas pourquoi il le mettrait à la porte, il ne ferait pas une chose pareille? Et il demande alors au patron pourquoi est-ce qu'il l'a appelé. Le patron lui dit, mais il voulait juste le transférer, en fait, au service qui s'occupe d'écrire des messages pour les enterrements. On ne gâche pas un talent. Il faut savoir positionner le talent que l'on a. Donc, celui-là qui n'était plus dans la prédisposition pour écrire des trucs pour les mariages, etc. Parce que son état ne le lui permet plus. En fait, son état émotionnel est un peu, voilà. Son patron l'a juste réorienté vers les cadres pour les enterrements et consorts. Parce que ce que l'on percevrait comme étant un défaut ne l'était pas pour son patron dans cette situation. C'est juste une autre façon d'être qu'il faut juste pouvoir canaliser autrement. Donc, il y a toujours un moyen d'utiliser ce que nous avons comme outil. Toujours. Peu importe comment cela est défini, que cela soit défini comme étant une qualité ou un défaut, n'a tellement pas d'importance. Il y a certains moments où dans un jeu de foot par exemple, la bonne chose à faire c'est de pousser le gars devant vous. Vous préférez le pousser qu'on siffle un coup franc. Ce n'est pas idéal de le pousser, on s'entend sur le fait. Mais vous préférez le pousser qu'on signe un coup franc. Et ainsi, ça donne le temps à vos camarades de se repositionner. Ça lui donne l'opportunité, peut-être de tirer. Mais ça diminue ses chances de marquer. Parce que si vous ne le poussiez pas en ce moment, éventuellement, c'était clair qu'il allait marquer. Donc, au moins, c'est un sursis où vous avez la chance de l'empêcher de marquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'idée. Donc, ce qui semble négatif dans votre existence, ce qui semble négatif comme choix, ne l'est pas toujours, ne l'est pas forcément. Il y a la notion de mal nécessaire. Quoique ce n'est pas un mal nécessaire ce que vous êtes, ou ce qui fait partie de vous. Ça ne veut pas dire glorifier ses défauts, ce genre de truc. Ça veut juste dire de ne pas considérer ce que l'on appellerait défaut comme étant un poids ou quelque chose qu'il faut cacher. Non. Il faut trouver une façon de rendre ça productif. Il faut trouver le moyen d'utiliser ça pour soi et éventuellement pour la société, tant que c'est possible. Tant que c'est possible. Il y a beaucoup de situations où cela s'est fait. C'est un peu l'autre image que beaucoup de gens vont reconnaître, c'est, je suis sûr que certains gens ont entendu ça au moins une fois dans leur vie où on dit, oh, que à certaine époque, lorsque il y a un jeune qui arrive à pirater le système informatique d'une grande banque, ce genre de truc, à un moment donné, ce genre d'individus, de hackers à un certain niveau, ils se font récupérer, au fait, par les services de renseignement en griffe américains, la plupart du temps, pour travailler, au fait, pour le service de renseignement américain. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce truc au moins une fois. Dans certains cas, c'est vrai. Mais ça reflète littéralement ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on ne se dit pas, oh, c'est un hacker, on l'enferme, etc. Non. On peut aussi voir la chose, oh, c'est un hacker, c'est un talent. S'il peut faire cela pour faire telle chose, il peut nous aider pour telle autre chose. Bien entendu, il y a une peine qui va avec. Il faut qu'il sache que ce qu'il a fait, dans le contexte de ce qu'il a fait, ce n'est pas une bonne chose. Qu'on n'a pas oublié cela, mais une autre façon pour lui de se racheter sans qu'on gâche son talent, c'est de tel. Plutôt que de dire de façon d'entrée de jeu, oh,
il a commis une infraction, etc., etc. On l'enferme à vie, on n'en parle plus, etc. Bien entendu, il y a ce genre de cas où on ne pose pas mille et une questions à l'individu, mais dans la plupart du temps, il y a certains cas où il faut trouver quoi faire du talent mal utilisé. Parce que fondamentalement, très peu, écoutez, ce que je vais dire va sembler un peu tiré par les cheveux, mais ce n'est pas si faux que ça. Mentir, c'est dit que ce n'est pas bon. Personne ne peut être un bon politicien s'il ne sait mentir. Mentir en politique, c'est une bonne chose. Ou du moins, savoir ne pas dire toute la vérité. C'est nécessaire. C'est essentiel. Beaucoup peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais regardons la planète. Est-ce qu'il existe un seul pays où la politique ne ment pas? J'aimerais bien voir ça. Il y a toujours quelque chose. Mentir par omission, c'est mentir. Dire une partie de la vérité peut être considéré comme mentir. Donc quand je dis mentir, je globalise au fait tout, tout ce qui est nuance de vérité et nuance de mensonge. Et quand je dis nuance de vérité, c'est ok. Dire les choses au complet telles qu'elles sont. Si ce n'est pas cela, et qu'on choisit pick and choose, on choisit ce qu'on veut dire, etc. C'est par omission, en fait, que c'est fait. Donc, c'est jouer, savoir jouer, au fait, avec la compréhension des mots, la compréhension des situations, etc. C'est dire à moitié la vérité, donc à moitié mentir. C'est utile. C'est utile. La question n'est pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose. Le tout, c'est que dans certains contextes, c'est la chose à faire. Il y a quelques années, j'ai suivi un film où, je pense que c'est le film là qui m'a fait réfléchir, au fait, à par exemple, en parlant du mensonge, au concept même que je viens de développer, en termes de mentir. Est-ce qu'il peut y avoir un bon contexte où mentir? Je regardais un film, Stalingrad. Ceux qui l'ont suivi pourront admettre avec moi que c'est une très belle réalisation. C'est une très belle histoire et la réalisation est vraiment magnifique. C'était un peu pendant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Le conflit se déroulait dans la ville de Stalingrad, en Russie. Et c'était évidemment, on avait les Russes et il y avait les Allemands. Et il y avait un petit qui s'appelait Sacha. Et Sacha, il est russe, Sacha. Et Sacha allait dans le camp adverse et il faisait, je crois, il cirait les chaussures du général ou du colonel qui était campé, d'accord, pour l'Allemagne. Donc il était tout le temps là. Le général en question savait que c'est un enfant russe. Mais bon, il venait juste pour faire le nettoyage, se faisait payer quelques pièces. On est en temps de guerre, mais bon, voilà, quoi, sans prise de tête. Mais le fait est que Sacha évoluait avec les jeunes de la rébellion, c'est-à-dire avec les Russes, donc avec les jeunes Russes, etc., qui luttaient. À un moment donné, Sacha a commencé par filer les informations, c'est-à-dire que c'était comme s'il jouait le rôle d'espion. Et donc, il est là quand le camp allemand parle d'une chose ou d'une autre, et il va filer l'information à ses gars. C'était un gamin. Mais bon, il le faisait en toute conscience. C'était une belle histoire. Mais là où je voulais en venir par rapport à l'histoire, c'est quoi? À un moment donné, le général en question a parlé d'un truc, a donné une information pendant que Sacha était présent sur la localisation d'un de leurs agents. Je crois que l'un de leurs snipers, un truc bizarre comme ça. Et Sacha a rapporté l'information, mais il s'avérait que l'information était fausse. Et c'était le moyen pour le général, au fait, de confirmer que Sacha était espion. Donc, les Russes se sont rendus compte que, voilà, l'information était fausse et Sacha n'était jamais revenu.
Puis le lendemain, je crois, ils ont vu Sacha était pendu. C'est-à-dire le général a hésité. Il a dit voilà, je sais, tu es un enfant, etc. Mais c'est la guerre, quoi. Je comprends ce que tu as fait, mais c'est la guerre aussi. Je comprends ce que je vais faire. Sacha il a été exécuté pendu. Et les gars, ils l'ont vu. Mais c'était un peu la fin du conflit dans la zone. Et donc, les gens étaient obligés de bouger, de quitter la ville de Stalingrad. Et ils se déplaçaient en masse. À un moment donné, la mère de Sacha qui le cherche partout, elle demande, il est où Sacha? Je ne vois pas Sacha. Et les adultes, les jeunes adultes avec qui il traînait souvent, étaient avec sa mère en question. Ils étaient tous en train de bouger. Eux, ils avaient vu le corps de Sacha bien pendu. Sa mère, non. Et l'un d'entre eux, parce que qui va lui dire que son enfant est mort? Qu'il a été abattu pour cette guerre? L'un d'entre eux qui regarde la mère de Sacha, qui lui dit, Sacha nous a trahis, il a rejoint le camp ennemi. Ça m'a fait waouh. Ça m'a fait waouh. Ma réflexion était, c'est comprendre que ça ferait une moindre peine pour cette mère de savoir que son enfant est vivant, mais un traite, plutôt que de savoir que son enfant n'est plus de ce monde. Et bien que je sache que c'est un mensonge, c'est d'ailleurs pour ça que ça m'a fait waouh, c'est un mensonge que je pouvais comprendre, que je pouvais accepter. Pas le genre de mensonge que je voudrais qu'on me serve, mais que je peux comprendre. Et donc, ce qui semble être pas correct peut l'être suivant le contexte. Voilà pourquoi je dis ce que l'on définit comme étant un défaut, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas supposé ne servir qu'à être un défaut. Cela peut être un atout dans une situation comme dans une autre. Ça me rappelle encore un autre film que j'ai suivi il y a longtemps. C'est une série de 3. La vérité si je mens. C'est un film français avec José Garcia et d'autres gars dont je me rappelle pas vraiment du nom. Et le truc justement c'est le personnage, enfin vraiment le personnage marrant en fait de l'histoire, c'était vraiment José Garcia, parce que c'était un groupe d'amis, chacun avait une activité qu'il menait, etc. Mais lui, dans le truc qui s'appelait Serge Benamou, il ne foutait vraiment rien. C'est le gars qui glandait en fait dans de tous. Les autres avaient une activité, une boutique, etc. Lui, il faisait absolument que dalle. Mais au finish, c'était encore lui le atout. Parce qu'ils se sont retrouvés dans une situation où ils devaient faire un deal au Maroc. Et c'est lui qu'ils ont mis devant. Et sa naïveté, sa spontanéité, son art de ne pas savoir ce qu'il fait, lui a fait faire gagner une fortune, en fait. Et je me rappelle qu'à l'époque où je suivais cela remonte à 2000, 2010 là-bas quand je suivais La Vérité si je mens. Bien sûr, c'est un truc qui est sorti bien longtemps avant. Mais je suis ça vers les années 2010. Je me disais, mais pourquoi est-ce que dans ce lot de gars, ils ont gardé quelqu'un comme ça qui apparemment ne rajoutait aucune valeur à la dynamique de groupe. J'ai compris qu'en fait, tout le monde n'est pas supposé apporter les mêmes choses et tout le monde n'est pas supposé apporter dans un groupe ce que l'on pense qui est le standard de ce que l'on est supposé apporter à un groupe. Et même si en théorie il n'avait aucun talent, ils ont pu lui trouver une place. Il a pu jouer un rôle qui a été pas des moindres du tout, en fait, dans leur succès. Et plus d'une fois, bien sûr, c'était un film, mais toute histoire est écrite pour nous apprendre. Et généralement, quand je suis les choses, je cherche toujours le moyen de tirer quelque chose comme leçon, quelque chose à adapter, à appliquer dans mon existence pour avancer. Un modèle qui peut me permettre d'améliorer, en fait, mon modèle de base. Et donc, cette histoire, en fait, j'ai compris éventuellement que ce qui semble être
un défaut peut être transformé en atout. La question est de savoir, est-ce que vous aurez l'œil pour savoir dans quel contexte utiliser tel défaut pour en faire un atout ou pas? Est-ce que vous aurez l'œil pour cela? Donc, ne pas s'apitoyer sur ces défauts, ne pas comparer ces défauts à ceux des autres ou aux qualités des autres. Chaque être humain est unique. Si vous êtes intéressé par quelque chose, si vous êtes obsédé par quelque chose, ou si vous devez être intéressé ou obsédé par quelque chose, soyez-le par la volonté de développer de nouvelles qualités, pas par celle de supprimer vos défauts. Éventuellement, le monde retiendra plus les choses que vous avez offertes avec vos qualités. Éventuellement. Mais même si c'est pas le cas, si vous avez le génie de pouvoir utiliser vos défauts pour changer le monde en bien, éventuellement, le monde se rappellera quand même que vous êtes passé par là. Point. Que vous êtes passé par là. Point. On va se rendre compte que souvent quand on raconte l'histoire, enfin, beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de Jules César. Mais presque tout le monde connaît Jules César. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance dans ce que je suis en train de dire. On connaît tous Jules César, mais on ne connaît pas tous l'histoire de Jules César. On ne sait pas tous si c'était quelqu'un de correct, si c'était quelqu'un de loyal. On sait que c'était empereur romain, il a fait des conquêtes. Est-ce qu'il était honorable du point de vue de la société? Est-ce qu'il était ci? Est-ce qu'il était ça? Personne ne semble tellement s'en soucier. Enfin, sauf les passionnés d'histoire. Et même eux, c'est à type de informatif. Mais l'on ne saurait avancer sans connaître Jules César, en fait. Donc, au finish, ce qui marque, ce qui va rester, c'est ce que vous faites. Plus que vos qualités ou vos défauts. César avait pas mal de défauts, comme il avait pas mal de qualités. Mais ce qui reste, c'est quoi? Il reste Jules, le César. Et c'est un peu comme, je veux faire un autre parallélisme qui n'est pas si parallèle que ça. Michael Jordan, qui est considéré l'un des plus grands du monde du basket, et qui, une fois parlait, ce truc-là, vous pouvez le trouver sur le net, je me rappelle plus exactement, mais l'idée, c'est quoi? Il expliquait qu'il avait raté la majorité de ses paniers, il les a ratés. Il a raté la majorité de ses paniers. C'est-à-dire, peut-être il a marqué moins des 50% de ses paniers, et peut-être même moins des 30%. Mais la constante chez lui, c'est son ambition et son désir de toujours faire, la rigueur qu'il avait vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son équipe, etc. Sa rage de gagner, etc. Éventuellement, des gens ont marqué plus de paniers que lui. Éventuellement, mais aucun d'entre eux n'est Michael Jordan. Donc, c'est pour dire que ce qui compte, le but n'est pas de marquer tous les paniers. Mais c'est de marquer suffisamment pour que ce que vous avez raté ne compte pas. Une autre façon de le dire, c'est, le but n'est pas de construire le mur parfait. C'est juste de commencer à construire. Et au fur et à mesure, on ajuste. Lorsque vous allez dans une direction, ou d'avoir la bonne direction, c'est-à-dire la bonne trajectoire avant de commencer par bouger. Commençons à bouger et éventuellement on rectifie jusqu'à avoir la trajectoire parfaite. C'est-à-dire, non, pas besoin d'être parfait ou de faire les choses de façon parfaite pour compter. Parce que ce n'est pas la perfection de ce que nous faisons qui nous définit. C'est le fait que nous fassions et la qualité de ce que nous créons lorsque nous avons fait. Quelle est la valeur que cela a, non seulement pour nous, mais pour la société dans laquelle nous évoluons, pour l'humanité. C'est ça qui va faire la différence. Très peu de personnes en sont conscientes, mais nous devons beaucoup de progrès
du côté de la science et même du côté de l'infrastructure à la Deuxième Guerre mondiale et en réalité à celui que l'on tag comme étant le plus grand, le méchant de l'histoire, celui qui était là en Allemagne. Vous voyez de qui je parle, de Adolf. Ce n'était pas le bon contexte, mais c'est dans le contexte au fait de cette guerre-là que beaucoup de progrès ont été effectués. Pour ceux qui sont intéressés par le fait, vous pouvez faire vos propres recherches dans le domaine de la gynécologie et etc. Hein? Sur le plan des infrastructures, ouais, le système de voies bitumées, goudronnées, les voies telles qu'elles sont en Allemagne, etc. C'était de son fait. Ce niveau d'accomplissement est né au fait de quelque chose de moche. Mais pour dire que même dans les choses les plus sombres, dans les choses les plus dramatiques, il peut toujours y avoir de la lumière. On peut toujours réaliser de grandes choses. Et l'image que les gens connaissent, la plupart des gens connaissent, c'est celle où on parle du diamant. D'accord? Ce n'est que du carbone, mis sous pression, etc. Et vous connaissez la chanson. Donc, pour dire qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de quelque chose qui soit vraiment une qualité qui a elle seule fait le monde ou un défaut qui à lui seul détruit le monde. Le tout dépend du choix que nous faisons avec ce que nous avons. L'idée n'est pas d'essayer de ressembler aux autres, d'adopter les qualités que d'autres jugent nécessaires ou utiles, etc. L'idée n'est pas non plus de se glorifier au fait de ses défauts ou de se reposer au fait sur les qualités que nous avons. Deux choses, encore une fois. Développer de nouvelles qualités, magnifier les qualités que nous avons, développer de nouvelles qualités. Et si je vais rajouter une troisième, trouver le moyen de faire de vos défauts quelque chose qui a de la valeur pour autrui. Et sur ce, je vous dis bonsoir.